On imagine souvent le regret comme un moment spectaculaire, une prise de conscience brutale, un message envoyé dans l'urgence, une émotion qui explose enfin au grand jour. Pourtant, dans la réalité des dynamiques humaines les plus profondes, le regret ne ressemble presque jamais à cela. Il ne surgit pas comme une vague visible. Il s'installe plutôt comme un glissement silencieux, presque imperceptible, à l'intérieur d'un esprit qui continue de fonctionner comme si rien n'avait changé. C'est précisément ce qui le rend si déroutant dans les relations marquées par l'attachement évitant. Pendant que l'un attend des signes clairs, des preuves évidentes, quelque chose de concret à interpréter, l'autre traverse un processus totalement invisible. D'abord le soulagement, puis la mise à distance, puis une forme de neutralité émotionnelle qui peut donner l'illusion d'un oubli total. Mais sous cette surface calme, quelque chose continue de se transformer. Et ce n'est jamais linéaire, ce n'est ni rapide ni logique au sens habituel. C'est un mouvement circulaire, fait de retours internes, de résistance, de rationalisation, puis de fissures discrètes où l'émotion commence à réapparaître sans encore être reconnue. Jusqu'au moment où ce qui était nié, contenu ou repoussé, finit par prendre une forme plus lucide, celle d'un regret réel, profond et souvent trop tardif pour produire les mêmes effets qu'on imaginait. C'est dans cet espace invisible que tout se joue. La plupart des gens se trompent complètement sur ce phénomène. Ils imaginent que le regret ressemble à une scène de film, une prise de conscience soudaine, une vague d'émotions, un appel téléphonique sous la pluie, quelque chose de spectaculaire et immédiatement reconnaissable. Ils attendent un moment évident, un instant qui ferait basculer toute la réalité. Pendant qu'ils attendent ce moment imaginaire, le véritable processus se déroule ailleurs, plus discrètement, plus lentement, dans un espace intérieur que rien n'illumine, sans intensité visible, sans mise en scène. Et c'est précisément pour cela qu'il passe inaperçu. Lorsqu'il devient enfin perceptible de l'extérieur, des mois ont souvent déjà passé, parfois davantage. Et à ce stade, la personne qui attendait a déjà évolué. Soit elle est passée à autre chose, soit elle s'est refermée, soit elle s'est fragilisée de manière silencieuse. Ce schéma se répète suffisamment souvent pour qu'on puisse dire que le regret dans les dynamiques d'attachement évitant est l'un des processus les plus mal compris des relations humaines. Et cette incompréhension a un coût réel. Elle altère la clarté de jugement. Certaines personnes partent trop tôt, avant même que ce processus interne ne puisse émerger. D'autres restent trop longtemps, interprétant les premières fluctuations comme la preuve d'un changement profond, alors qu'il n'en est rien. Dans les deux cas, la souffrance s'installe inutilement. La difficulté principale vient d'un manque de compréhension de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce type de fonctionnement psychologique, et surtout du moment où cela se produit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le regret ne commence pas au moment de la rupture ou de la distance. Ce point surprend souvent, car il contredit l'intuition commune. Logiquement, on imagine que la séparation déclenche immédiatement une forme de manque conscient. Mais chez une personne à fonctionnement évitant, le système émotionnel ne suit pas ce schéma. Au moment de la rupture ou du retrait, l'état dominant n'est pas le regret, mais le soulagement. Cette idée peut être difficile à accepter, car elle heurte la perception affective de celui ou celle qui reste attaché. Pourtant, d'un point de vue psychologique, ce soulagement n'est pas dirigé contre l'autre. Il correspond à la disparition d'une pression interne. Dans les dynamiques d'attachement évitant, la proximité émotionnelle est souvent vécue par le système nerveux comme une forme de charge progressive, une intensité relationnelle qui s'accumule, parfois sans conscience claire, jusqu'à créer un sentiment diffus de saturation, de contrainte ou de perte d'espace intérieur. Lorsque cette proximité diminue ou disparaît, le système se réajuste brutalement. Il entre dans une phase de décompression. Et dans cette phase, il n'existe pas encore de place psychique pour le regret. L'esprit est occupé par un retour à l'équilibre, une sensation d'oxygénation émotionnelle, une forme de relâchement global qui prend toute la place disponible. C'est précisément pour cette raison que les premières semaines, parfois plus longtemps, selon l'intensité du lien et les mécanismes de défense de la personne, peuvent donner une impression extérieure de détachement total. L'observateur
interprète souvent cela comme de l'indifférence, comme si la relation n'avait eu aucun poids, comme si l'autre était facilement remplaçable ou déjà oublié. En réalité, il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'un état neuro-émotionnel transitoire où l'accès au regret est simplement suspendu par la prédominance du soulagement et de la régulation interne. Ce qui se passe réellement, c'est que le système nerveux est en train de se recalibrer. Il redescend d'un état qu'il a vécu comme une forme prolongée de menace ou de surcharge. Et dans ce processus de recalibrage, la personne au fonctionnement évitant n'accède pas à la partie d'elle-même qui contient l'attachement. Elle accède d'abord à celle qui contient le soulagement. Et ces deux dimensions internes coexistent difficilement. Lorsque l'une devient dominante, l'autre s'efface temporairement. La personne n'est pas oubliée pendant cette phase. Elle est simplement placée dans un espace psychique qui n'est plus activement exploré. C'est moins une disparition qu'une mise à distance interne, comme une pièce d'une maison dans laquelle on choisit de ne pas entrer. Non pas parce que cette pièce n'existe pas, non pas parce que ce qu'elle contient n'a pas de valeur, mais parce qu'y entrer interromprait un processus de décompression dont le système nerveux a un besoin vital à ce moment-là. La pièce est là. L'autre personne est symboliquement dans cette pièce. Mais l'individu se tient ailleurs, dans une autre zone de son monde interne. Puis quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un basculement émotionnel évident. Cela commence de façon presque imperceptible. Une forme de neutralité qui apparaît, une légère perte de densité dans le soulagement initial. Comme si cette sensation de liberté, d'abord totale et réparatrice, atteignait soudain une limite. Comme si l'espace retrouvé n'avait pas l'amplitude attendue. Comme si le silence, d'abord vécu comme de l'oxygène, commençait à prendre une autre texture, moins apaisante, plus vide. C'est le début de la deuxième phase. Et c'est là que les premières graines du regret s'installent, même si la personne concernée ne les identifierait pas ainsi à ce stade. Elle parlerait plutôt d'agitation interne, d'ennui, d'un besoin de stimulation. Elle peut se jeter dans l'activité, dans de nouveaux contextes, dans tout ce qui empêche cette sensation de vide de devenir reconnaissable. Parce que reconnaître ce vide impliquerait une prise de conscience qu'elle n'est pas encore prête à soutenir, que ce qu'elle a fui n'était pas seulement une source de pression, mais aussi une présence qui donnait à sa vie une tonalité particulière, une forme de continuité émotionnelle qu'elle n'a pas encore retrouvée ailleurs. C'est ici que la dynamique psychologique devient particulièrement intéressante, ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de l'attachement désactivé. Les stratégies mêmes qui ont permis de créer la distance, rationalisation, retrait émotionnel, disqualification progressive du lien, ont fonctionné. La distance est là, elle est effective. Mais cette distance révèle maintenant quelque chose que ces stratégies visaient précisément à éviter, une forme de solitude spécifique, souvent diffuse, parfois difficile à nommer, mais bien réelle. Cependant, la réponse initiale ne consiste pas à aller vers cette prise de conscience. Elle consiste à la contourner. Dans cette phase, la réaction typique n'est pas l'ouverture, ni la réflexion, ni le retour vers le lien. C'est une réactivation subtile des mêmes mécanismes de protection, mais cette fois dirigée non plus contre la relation, mais contre l'émotion elle-même. Ce qui commence à émerger est minimisé, neutralisé, tenu à distance intérieurement avant même d'être pleinement reconnu. Ils ont tendance à rationaliser, à replacer l'expérience dans un cadre logique pour en diminuer l'impact émotionnel. Ils cherchent des preuves que ce qu'ils ont ressenti n'était pas fiable et ravivent mentalement chaque moment de la relation qui leur a semblé trop intense, trop rapide ou trop engageant. Le vécu est alors intellectualisé plutôt qu'éprouvé. De l'extérieur, cela donne l'image d'une personne qui va bien, qui a tourné la page proprement, qui semble avoir intégré la rupture avec clarté et maîtrise. Et pour celui ou celle qui observe cette attitude, cela peut créer un profond doute intérieur, comme si l'histoire partagée n'avait jamais eu la même réalité des deux côtés. Pourtant, ce sentiment de doute ne signifie pas nécessairement que l'expérience était illusoire. Il reflète souvent une dynamique psychologique plus complexe. Lorsque l'émotion n'est pas pleinement traversée, elle se transforme en analyse, puis en distance, puis en récit rationnel.
Dans de nombreux cas, plus une émotion est contenue, plus elle continue d'agir en arrière-plan. L'intensité des efforts déployés pour ne pas ressentir le manque ou le regret peut, paradoxalement, indiquer l'importance de ce qui a été vécu. La résistance émotionnelle devient alors un signal indirect. Elle révèle ce qui n'a pas encore été intégré. À un certain moment toutefois, quelque chose change. Il existe souvent un basculement discret, difficile à percevoir de l'extérieur, mais bien réel dans le monde intérieur de la personne concernée. Le rythme émotionnel s'accélère, comme si une étape silencieuse venait d'être franchie. C'est souvent la première fois qu'un événement du quotidien déclenche un réflexe simple, l'envie spontanée de le partager. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Parfois, un détail banal, une scène ordinaire, une impression fugace. Mais dans le contexte de l'absence, ce détail prend une résonance particulière. Il devient une sorte de rappel affectif, une trace de ce que la relation représentait en termes de présence, de regard et de connexion. L'esprit se tourne alors naturellement vers la personne qui occupait cet espace intérieur. Avant même que la pensée ne soit pleinement formulée, elle est déjà dirigée vers elle. Mais ce mouvement mental se heurte à une réalité simple, l'absence. Et dans cette rencontre entre l'habitude affective et le vide actuel, quelque chose se fissure. Cette fissure marque un tournant psychologique important. Tout ce qui précède, la mise à distance, la rationalisation, la minimisation, appartenait encore à une phase de protection. Mais à partir de ce point, une autre dynamique peut s'installer, celle de la reconnaissance plus lucide de la relation vécue dans sa globalité, avec ses moments de lien réel, de sécurité émotionnelle et de compréhension mutuelle. Ce changement ne se manifeste pas toujours de manière visible. Il ne produit pas immédiatement de gestes concrets, ni de prise de contact, ni de déclaration explicite. Extérieurement, le silence peut continuer, la distance rester intacte. Pourtant, intérieurement, une porte qui semblait verrouillée commence à s'entrouvrir. Ce qui passe alors à travers cette ouverture n'est pas une émotion simple ou linéaire. C'est un mélange de lucidité, de manque diffus et de relecture tardive de ce qui a été vécu. Peu à peu, l'expérience n'est plus seulement racontée à travers des filtres de protection, mais réintègre des éléments plus authentiques. La manière dont l'autre a compté, la qualité de sa présence et ce que cette relation avait de profondément humain dans ces instants de vérité. Celui qui inclut la qualité particulière de sécurité que votre présence avait créée, même lorsqu'elle était activement remise en question. Celui qui garde la mémoire d'avoir été connu par vous, sans effort, sans performance, sans masque. C'est cette reconnaissance-là qui marque le début du véritable regret. Pas le regret superficiel, pas ce simple sentiment vague de manque, mais un regret profond, un regret qui a du poids, une densité, presque une localisation intérieure précise. À partir de ce point, voici ce qui se produit dans les semaines qui suivent cette fissure. Et c'est ici que la dynamique temporelle devient essentielle à comprendre avec beaucoup de précision. La personne au profil évitant ne progresse pas de manière linéaire après ce moment. Si l'on s'attend à une trajectoire droite, du regret vers l'action, de l'émotion vers le contact, de la prise de conscience vers le changement, alors tout ce qui suit sera mal interprété. Car ce qui se met en place est un fonctionnement circulaire, identique à celui des étapes précédentes. La différence, cependant, est que ce cercle se resserre progressivement. Chaque rotation rapproche légèrement du centre de ce qui a été évité. Mais cela reste un cercle. Et observer quelqu'un tourner en boucle alors que l'on attend un mouvement vers soi est une expérience silencieusement éprouvante. Vu de l'intérieur, ce cycle se présente ainsi. Le regret apparaît. Puis surgit la peur que ce regret déclenche. Ensuite, cette peur est régulée par les mécanismes habituels de rationalisation et de mise à distance. Ces mécanismes semblent fonctionner un temps, puis perdent en efficacité. Le regret remonte alors, plus intense. La peur revient et le cycle recommence. Mais à chaque nouvelle émergence du regret, il devient plus difficile à contenir. À chaque tentative de contrôle, les stratégies défensives s'affaiblissent légèrement. Le cercle se resserre. Le centre se rapproche. Cette phase peut durer des semaines. Chez certaines personnes ayant des structures défensives profondément ancrées, elle peut s'étendre encore davantage.
Et la part la plus difficile de votre point de vue est que rien n'est visible. Le processus avance réellement, mais entièrement en surface invisible, à l'intérieur d'une personne qui ne laisse transparaître aucun signe extérieur de ce qui est en train de se transformer. Il est important de s'arrêter ici sur quelque chose de très présent, probablement dans votre esprit en ce moment. Un calcul est en train de se faire, une tentative de situer cette description par rapport à une situation réelle, de déterminer où en est l'autre personne dans ce processus, de savoir si le silence correspond à la phase de retrait, à la phase de distance rationnelle ou au cercle qui se resserre. Si la coupure signifie qu'il n'a pas encore atteint la fissure, ou s'il l'a déjà atteinte et qu'il tourne désormais autour. Ce besoin de comprendre est profondément humain. Lorsqu'une situation est émotionnellement floue, l'esprit cherche naturellement à lui donner une structure, une carte, un repère. Mais il existe quelque chose de plus utile que ce calcul, car même lorsqu'il est juste, ce type d'analyse produit souvent le même effet. Il maintient l'attention fixée sur l'autre, sur son évolution, ses étapes internes, ses retournements invisibles. Pendant ce temps, votre propre vie continue de se dérouler, non pas plus tard, non pas après leur prise de conscience, mais maintenant. Dans le temps présent réel de l'existence, il ne s'agit pas d'une simple invitation douce à passer à autre chose. Il s'agit plutôt d'un constat psychologique, une observation sur l'endroit exact où l'énergie émotionnelle est actuellement investie et sur la question essentielle de savoir si cet emplacement intérieur continue de servir l'équilibre de la personne. Revenons à la trajectoire psychologique, car une étape cruciale survient ensuite, rarement abordée avec précision. Il s'agit de l'un des moments les plus significatifs dans la dynamique du regret chez les profils dits à attachement évitant. À un certain point de la spirale relationnelle, lorsque la distance intérieure et extérieure se resserre, une forme de deuil émerge chez la personne évitante. Mais ce deuil n'a rien de théorique ni d'abstrait. Il ne concerne pas seulement la relation en général, il concerne une personne précise, unique, irremplaçable dans son expérience vécue. La perte n'est plus conceptuelle, elle devient incarnée. Ce type de tristesse se distingue profondément de tout ce qui l'a précédé, car il ne s'accompagne plus des mécanismes habituels de protection psychique. Le soulagement initial reposait sur des défenses. La minimisation de l'importance de la relation était elle-même une stratégie de protection. Même les détours émotionnels, les mises à distance et les rationalisations servaient une fonction défensive. Mais le deuil, lui, ne se protège pas. Il surgit sans armure psychique. Il apparaît dans des moments imprévus, dans des contextes ordinaires et échappe aux tentatives de contrôle habituelles. Sur le plan psychologique, il s'agit du moment où l'affect a réussi à traverser les différentes couches de protection construites pour l'éviter. Pour une organisation psychique fondée sur la maîtrise émotionnelle et la limitation de la dépendance affective, cette irruption du deuil ne représente pas seulement une tristesse. Elle devient aussi une expérience déstabilisante, parfois vécue comme menaçante. Car elle introduit une idée difficile à intégrer, celle d'être une personne profondément affectée par la perte, donc vulnérable, donc liée. Autrement dit, une personne qui peut être atteinte émotionnellement. Cette prise de conscience vient heurter de plein fouet une identité souvent construite autour de la suffisance émotionnelle, de l'autonomie et de la conviction de pouvoir traverser les pertes sans désorganisation interne majeure. Or, l'expérience du deuil contredit cette représentation. Deux mouvements psychiques apparaissent alors simultanément. D'une part, une proximité plus sincère avec la réalité de la perte s'installe. D'autre part, la charge émotionnelle peut déclencher une réaction de défense secondaire, un retour temporaire vers des stratégies anciennes de contrôle ou de mise à distance. Ce mouvement de repli est souvent mal interprété de l'extérieur. Il peut donner l'impression d'une régression, comme si une avancée avait été annulée. Pourtant, sur le plan psychologique, il ne s'agit pas d'un retour en arrière identique. La première forme de retrait était principalement motivée par l'évitement de l'intimité émotionnelle. Le second mouvement de recul, lui, est davantage lié à la confrontation avec la réalité du deuil, avec la peur d'être submergé par l'émotion et par la reconnaissance de l'attachement. Ces deux peurs ne sont pas équivalentes.
La seconde, bien que déstabilisante, peut paradoxalement signaler une évolution interne. Elle suppose qu'un lien affectif a réellement existé, suffisamment fort pour générer une réponse de deuil. D'un point de vue psychologique, il est impossible de pleurer ce qui n'a jamais compté. La présence du deuil, même lorsqu'elle entraîne un retrait temporaire, constitue donc un indicateur de profondeur émotionnelle. Elle révèle que le système d'attachement commence enfin à reconnaître ce qui avait été maintenu à distance. Dans cette phase, un conflit interne s'installe entre la vérité émotionnelle qui émerge et les anciens mécanismes de régulation destinés à la contenir. C'est dans cet espace de tension que se joue l'étape suivante du processus, souvent la plus déterminante pour la suite de la trajectoire relationnelle et psychologique. C'est une phase particulière du processus, celle où la trajectoire d'une relation peut soit évoluer vers quelque chose de plus concret, soit se figer dans un état d'attente indéfini. Après la traversée du chagrin émotionnel, puis la période de retrait temporaire qui s'ensuit souvent, la personne présentant un fonctionnement d'attachement évitant se retrouve face à un carrefour strictement intérieur. De l'extérieur, rien ne laisse apparaître qu'un choix fondamental est en cours. Aucun signe visible de conflit, aucune hésitation perceptible. Pourtant, sur le plan psychologique, une question essentielle s'impose avec une clarté rare. Le regret éprouvé peut-il être transformé en action concrète? Il ne s'agit plus de savoir si ce regret est ressenti, il l'est déjà. Il ne s'agit pas non plus de remettre en cause sa réalité émotionnelle. Celle-ci est bien présente. La véritable interrogation est ailleurs. Existe-t-il une disposition intérieure suffisante pour accepter les conséquences de ce retour? Revenir vers ce qui a été perdu implique en effet d'assumer une série de vulnérabilités. L'exposition émotionnelle, la possibilité d'un rejet, la reconnaissance d'avoir contribué à la distance initiale, et surtout la nécessité de rester en contact avec cette vérité, sans pouvoir s'en protéger par l'évitement ou la mise à distance. Cette période de réflexion interne ne se résout pas rapidement. Elle s'inscrit dans la durée et dépend de nombreux facteurs liés au parcours personnel. Le niveau de maturité émotionnelle atteint, l'existence ou non d'un travail introspectif préalable, l'intensité et la persistance du vécu de regret, ainsi que la capacité à envisager une vie relationnelle moins défensive, plus ouverte et donc plus incertaine. Dans certains cas, cette confrontation intérieure aboutit à une ouverture. Un mouvement vers l'autre peut alors émerger, parfois maladroit, parfois imparfait, mais authentique dans son intention. Il ne s'agit pas d'une stratégie ni d'une mise en scène émotionnelle, mais d'une tentative réelle de réajustement après une longue phase de protection psychique. Dans d'autres situations, le système de défense psychologique reste dominant. Le choix implicite est alors celui du maintien des distances. Ce n'est pas nécessairement le résultat d'un manque de sensibilité ou d'indifférence, mais plutôt celui d'une peur encore plus influente que le regret à ce moment précis du parcours de vie. Dans ce cas, aucune pression extérieure, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut modifier cet équilibre interne. Seul un travail personnel progressif, profondément ancré dans l'expérience et la prise de conscience, peut transformer cette dynamique. Ainsi, ces trajectoires de regret suivent des schémas relativement identifiables sur le plan psychologique. Cependant, elles ne garantissent jamais une issue précise. Elles décrivent un processus, non une conclusion. Ce que la personne au profil d'attachement évitant fait au terme de ce parcours reste en dernière instance un choix qui lui appartient. Et ce que vous faites pendant ce temps, attendre, guérir ou réorienter votre vie vers des personnes et des expériences qui ne vous obligent pas à interpréter le silence, relève également de votre propre responsabilité. Il existe cependant une dimension rarement évoquée après ce carrefour intérieur. Un espace intermédiaire, situé entre la décision intime de la personne évitante et ce qui se manifeste ensuite dans la réalité observable. C'est sur le plan psychologique l'une des zones les plus denses de tout ce processus. Car c'est à ce moment-là que la personne évitante, quel que soit le choix effectué, doit commencer à vivre avec les conséquences de son monde intérieur. Elle doit se réveiller chaque jour dans la réalité façonnée par tout ce qu'elle a ressenti, accepté, repoussé ou transformé en non-action.
Cette cohabitation quotidienne avec les conséquences de ses propres mécanismes internes produit des changements lents, souvent imperceptibles de l'extérieur et parfois difficiles à verbaliser pour la personne elle-même. Pourtant, une transformation s'opère en profondeur. Il est utile de comprendre ce que fait le regret lorsqu'il n'est ni exprimé, ni partagé, ni transformé par une action ou un échange. Lorsqu'il ne trouve aucun canal naturel de décharge, il ne disparaît pas, il se condense, il s'alourdit. Il cesse d'être une émotion circulante pour devenir une structure interne. Ce type de regret finit par s'inscrire dans la manière d'être, dans les silences, dans la fatigue subtile du regard, dans la réaction discrète face à des déclencheurs sensoriels, une chanson, un lieu, une lumière particulière, qui réactive sans bruit la mémoire émotionnelle d'une relation passée. Le regret non exprimé ne s'efface pas avec le temps. Il se transforme. Il s'intègre à l'organisation psychique de la personne. Et chez une personne habituée à gérer la douleur par la distance et la maîtrise, il devient une charge silencieuse, supportée plutôt que traversée, parfois même partiellement inconsciente. Mais cette charge demeure, et elle s'accumule. À un certain stade, différent selon les individus, le poids cumulé de ces regrets non formulés peut devenir une forme de crise intérieure, non pas forcément spectaculaire, ni visible de l'extérieur, mais une crise de cohérence personnelle. Un moment où la personne commence à observer le schéma global de sa vie affective. Les relations qui ont atteint une certaine intensité, puis se sont interrompues, les liens devenus distants sans rupture choisie, les présences devenues absences. Progressivement, une compréhension émerge. Le facteur commun de ces pertes répétées ne réside ni dans le hasard, ni uniquement dans les circonstances, ni dans les autres personnes impliquées. Il réside dans ses propres fonctionnements internes. Cette prise de conscience n'est pas douce pour une personne ayant construit une part importante de son identité sur l'autonomie, sur l'idée que l'indépendance est une force plus qu'une défense, et sur la conviction silencieuse d'être fondamentalement différente de ceux qui recherchent la proximité émotionnelle. Ce type de révélation peut être profondément déstabilisant. La prise de conscience d'avoir été, en grande partie, l'architecte de sa propre solitude constitue une expérience intérieure profondément déstabilisante. Elle ne se manifeste pas de manière visible. Les personnes ayant un style d'attachement évitant ne s'effondrent généralement pas de façon apparente. Pourtant, sur le plan psychique, cette réalisation opère une réorganisation profonde. Elle modifie les fondations mêmes à partir desquelles l'individu se comprend. Dans ce basculement intérieur, le regret lié à certaines personnes, lié à vous en particulier, cesse d'être une simple émotion diffuse. Il devient quelque chose de plus structuré, presque clinique dans sa forme, une accumulation de preuves, la preuve d'un schéma répétitif, la preuve d'un coup psychologique, la preuve que les mécanismes de protection n'étaient jamais gratuits. Chaque mur érigé avait un prix, et ce prix, progressivement reconnu, prend une forme très concrète. C'était vous. C'était la singularité irremplaçable de ce qui existait dans cette relation. Quelque chose a été perdu au nom d'une peur qui n'a jamais été véritablement explorée en profondeur. À ce stade du processus psychologique, un phénomène particulier apparaît, l'idéalisation. Le terme peut sembler trompeur, car il évoque spontanément quelque chose de romantique, de doux, presque embellissant. Mais ici, il s'agit d'un mécanisme bien plus complexe et souvent plus douloureux. Cette idéalisation est la réponse mentale à l'irréversibilité, à la compréhension que ce qui a été perdu ne peut pas être récupéré simplement par le désir ou le regret. Le souvenir de l'autre se transforme alors. Il ne devient pas nécessairement faux, mais sélectif. L'esprit retient davantage les moments où la relation fonctionnait au mieux, le sentiment de sécurité, la sensation d'être réellement compris, ces instants où les défenses intérieures s'abaissaient, sans que cela ne déclenche la panique habituelle liée à la proximité émotionnelle. Ces moments, avec le recul, acquièrent une intensité particulière. Ils deviennent presque lumineux dans la mémoire. Ils incarnent la preuve de ce qui était possible, de ce qui existait réellement, même brièvement, même de manière imparfaite, lorsque la peur se taisait suffisamment pour laisser place à la connexion. Parallèlement, une autre conscience émerge, celle de la responsabilité. La distance,
le retrait, les schémas d'évitement qui ont donné à l'autre le sentiment de tendre constamment la main vers quelqu'un qui reculait sans cesse, ne sont plus perçus comme de simples circonstances neutres. Ils apparaissent désormais comme des choix, certes influencés par la peur et par des automatismes psychiques profondément ancrés, mais des choix néanmoins. C'est dans la coexistence de ces deux réalités, la mémoire lumineuse de ce qui a été vécu et le poids de la responsabilité dans ce qui a été détruit, que se forme ce que l'on peut appeler le véritable regret de l'attachement évitant. Il ne s'agit pas d'une douleur simple. Il s'agit d'une conscience complexe, située entre le deuil et l'acceptation de sa part de responsabilité. Vient alors une question essentielle, souvent silencieuse mais persistante. Ce regret peut-il un jour être exprimé? La réponse est nuancée. Parfois, dans certaines conditions précises, cela devient possible. Lorsque le temps intérieur a suffisamment avancé, lorsqu'un travail personnel a été engagé et lorsque les mécanismes de défense émotionnelle se sont suffisamment apaisés pour permettre aux mots d'exister sans être immédiatement bloqués. Mais même dans ces cas, l'expression ne ressemble que rarement à ce que l'on imagine. Elle n'a pas la forme d'un discours parfaitement structuré, exhaustif, où tout serait enfin dit avec clarté et cohérence. Cette version idéale existe surtout dans l'esprit de celles et ceux qui ont aimé, dans les dialogues imaginaires que l'on construit pour donner du sens à l'inachevé. Dans la réalité, cela prend souvent une forme beaucoup plus discrète, un message bref, mais chargé d'une densité émotionnelle importante. Une question anodine en apparence sur la vie de l'autre, qui dissimule en réalité une tentative prudente de rétablir un lien sans oser le nommer directement. Il peut s'agir d'une référence à quelque chose de précis, de presque secret, que seuls deux êtres ayant partagé une histoire intime peuvent comprendre. Un signe discret envoyé à travers la distance, comme pour dire « je n'ai pas oublié, je n'ai pas classé cela dans le passé. D'une certaine manière, je suis encore là dans le périmètre de ce que nous avons été. » Ces signaux subtils passent facilement inaperçus lorsqu'on ne les cherche pas. Mais ils peuvent aussi être surinterprétés lorsqu'on les attend trop. C'est précisément pour cela que le retour de la personne au style d'attachement évitant est souvent profondément déstabilisant pour celui ou celle qui le reçoit. Car voici ce qui se produit fréquemment lorsqu'une telle personne finit par tenter de renouer un contact, même fragile, avec la distance qu'elle a elle-même créée. Vous n'êtes plus au même endroit qu'au moment de la rupture. C'est un élément fondamental et pourtant souvent négligé dans toute cette dynamique. Le chemin intérieur de la personne évitante, marqué par le regret, demande du temps réel. Des semaines, des mois de mouvements psychiques, de rumination, de deuil, de prise de conscience progressive, de tension interne, jusqu'à ce que le vécu émotionnel non exprimé se transforme lentement en quelque chose de structuré. Mais pendant ce temps-là, pendant que ce travail invisible se déroule en elle, vous, de votre côté, n'êtes pas resté immobile. Vous avez vécu, vous avez souffert, puis progressivement, vous avez moins souffert. Vous avez reconstruit quelque chose, vous avez commencé à vous souvenir, d'abord timidement, puis avec plus de clarté, de qui vous êtes lorsque vous ne vous adaptez plus aux limites émotionnelles de quelqu'un d'autre. Vous êtes revenu vers vous-même. Et ce retour, même s'il n'est pas parfait, même s'il est encore en cours, signifie une chose essentielle. Lorsque la personne évitante atteint enfin le point où l'expression devient possible, vous n'êtes plus au point de départ, en train d'attendre. Vous êtes déjà sur un autre chemin, et l'écart entre l'endroit où elle arrive et celui où vous vous trouvez désormais est quelque chose qu'aucun des deux n'avait pleinement anticipé. C'est là que cette chronologie produit son ironie la plus douloureuse. Et je parle d'ironie douloureuse, non pas pour dramatiser, mais parce que ce schéma, observé suffisamment de fois, révèle une véritable complexité émotionnelle pour les deux parties. La personne évitante revient vers vous précisément au moment où vous commencez à retrouver une stabilité intérieure, au moment où la version de vous qui n'a plus besoin de validation extérieure commence à réapparaître. Le contact survient souvent lorsque le processus de guérison vous permet enfin de voir la dynamique avec lucidité. Non seulement la tendresse de ce qui a existé, mais aussi son coût, les façons précises dont la relation vous a demandé de vous réduire.
les ajustements silencieux que vous avez dû faire pour composer avec les limites de l'autre, les besoins que vous avez appris à contenir pour maintenir le lien. Et désormais, cette personne revient avec un poids émotionnel réel, celui de ce qu'elle a compris dans le silence de son propre parcours intérieur, portant en elle tout ce regret accumulé au fil du temps. Et vous vous retrouvez face à une décision bien plus complexe que celle que vous auriez eu à prendre si ce retour était survenu plus tôt. Je ne vais pas vous dire quoi choisir. Ce n'est pas l'objectif ici. Mais il est essentiel de savoir quoi observer, car cette décision mérite d'être prise dans la clarté, et non sous l'effet du manque ancien, ni sous la rigidité défensive construite au fil de la guérison. Il ne s'agit pas du ressenti. Le ressenti sera de toute façon présent. La familiarité, l'attraction, la résonance particulière de quelqu'un qui vous a connu d'une manière intime et spécifique, tout cela sera là, et cela sera puissant. Mais le ressenti n'est pas une information fiable en soi. L'information se trouve dans le comportement, dans la manière dont la personne qui revient formule ou non une reconnaissance du schéma qui s'est joué, dans la présence ou l'absence d'une conscience explicite du cycle relationnel qui a existé entre vous, dans les signes, même imparfaits, qu'un travail intérieur réel a eu lieu pendant l'intervalle de temps écoulé. Non pas une explication parfaite, ni un discours préparé, mais quelque chose de plus simple et de plus significatif, la trace d'un passage intérieur. L'indication que le regret n'a pas seulement produit du manque, mais aussi une forme de transformation psychique. Quelque chose qui ressemble à de la lucidité, à une capacité accrue à rester présent dans l'inconfort, plutôt que de créer de la distance dès que l'intensité émotionnelle devient difficile à contenir. Car le désir de retour sans croissance intérieure n'est en réalité que la phase de soulagement qui s'achève et la réactivation du système d'attachement. Cela peut ressembler à un changement. Cela peut même se présenter comme un changement. Mais il s'agit souvent du même fonctionnement émotionnel, des mêmes schémas, simplement adoucis temporairement par le manque et par le temps. Et lorsque cette douceur rencontre la réalité d'une proximité réelle et durable, les anciens mécanismes réapparaissent généralement. Non pas par malveillance, mais parce que ressentir du regret et effectuer le travail psychologique que ce regret appelle sont deux choses totalement différentes. Une personne ayant réellement traversé ce processus intérieur est différente. Non pas transformée de manière spectaculaire, ni libérée de toutes ses peurs, mais différente dans des nuances précises et observables. Elle est moins rapide à prendre de la distance lorsque la proximité devient inconfortable. Non pas parce que l'inconfort a disparu, mais parce qu'elle a développé, à travers son propre cheminement, une capacité légèrement plus grande à rester dans l'émotion plutôt qu'à la fuir. Elle est plus capable de nommer ce qui se passe en elle, même de façon imparfaite, mais avec une intention sincère qui n'était pas présente auparavant. Elle est moins encline à réécrire l'histoire de la relation de manière défensive lorsque la tension augmente. Moins portée à construire un récit intérieur qui invalide le lien dès qu'il demande un effort émotionnel. Ce ne sont pas des changements spectaculaires, ce sont des ajustements silencieux, des transformations qui ne deviennent visibles qu'avec le temps, dans la continuité, dans la répétition des comportements. Elles ne peuvent pas être observées dans un seul message, ni dans une seule conversation, ni dans un seul moment de vulnérabilité. Elles apparaissent lentement, dans la cohérence des actes, dans la manière dont une personne réagit de façon répétée lorsque la relation devient réelle. C'est cette cohérence qui compte. Pas le geste isolé, mais le schéma derrière le geste. Et à présent, il est possible de ramener toute cette chronologie à son point essentiel, qui, en réalité, n'a jamais vraiment concerné l'autre personne. Car ce processus n'a jamais été uniquement à propos de l'autre. Il a toujours été aussi un miroir de votre propre trajectoire. Vous aussi, vous avez suivi une chronologie intérieure. En parallèle, influencé par d'autres forces, évoluant à un rythme différent, mais orienté vers une même question fondamentale. Qui êtes-vous devenu à travers cette expérience? Qu'est-ce que cette histoire a déposé en vous qui n'existait pas auparavant? Que savez-vous aujourd'hui de vous-même, de vos besoins, de la manière dont vous aimez
et de la forme précise d'amour dont vous avez besoin en retour. Des choses que vous ne pouviez pas pleinement comprendre avant d'aimer quelqu'un, dont les murs vous ont obligé à devenir plus conscient, plus attentif, parfois plus patient que la plupart des relations ne l'exigent. Vous développez une patience que peu de personnes acquièrent réellement dans une vie. Vous apprenez à lire l'invisible, à entendre ce qui n'est pas exprimé, à accueillir la complexité de l'autre sans exiger qu'elle se résolve selon votre propre rythme. Ce ne sont pas des compétences mineures. Ce sont les qualités de quelqu'un qui a été profondément transformé par un amour difficile. Mais vous apprenez également des choses qu'il devient nécessaire de désapprendre. Vous apprenez à avoir moins de besoins que ceux que vous ressentez réellement. Vous apprenez à considérer la constance émotionnelle comme un privilège plutôt que comme une base essentielle. Vous apprenez à donner du sens à l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté était le langage principal qui vous était accessible. Et ces apprentissages-là, ceux qui réduisent, ceux qui s'adaptent, ceux qui s'effacent, méritent d'être observés avec attention. Non pas avec jugement, mais avec la même curiosité et la même bienveillance que vous avez si généreusement accordée à la psychologie de l'autre. La trajectoire du regret dans un attachement évitant finit toujours par atteindre un point d'arrêt. Pour certains, elle se conclut par l'action, un retour, une tentative de rapprochement, imparfaite mais sincère, pour récupérer ce qui a été perdu ou reconstruire quelque chose à partir des ruines de ce qui a existé. Pour d'autres, elle se termine dans le silence, dans la connaissance intime, discrète, de ce qui a été vécu et de ce qui a été laissé derrière, consciemment ou non, et qui devient une partie intégrée de leur structure intérieure. Présent, mais non exprimé. Dans tous les cas, cette trajectoire finit par se refermer. La vôtre, en revanche, n'a pas à se refermer avec la leur. Votre histoire suit sa propre direction, son propre rythme, vers une version de votre vie qui ne dépend plus de ce que l'autre ressent, ni de l'étape où il se trouve dans son propre processus, ni de la possibilité que son regret finisse par revenir jusqu'à vous. La chose la plus importante à retenir après tout ce cheminement est la suivante. Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans l'histoire du regret de quelqu'un d'autre. Vous êtes le personnage principal d'une histoire qui vous appartient entièrement. Et cette histoire n'a pas besoin de leur présence pour être digne d'être vécue. Elle n'a pas besoin de leur retour pour avoir un chapitre significatif. Elle n'a pas besoin de la rencontre de leur trajectoire pour évoluer vers quelque chose de réel, de plein et de véritablement accompli. Leurs regrets parlent de ce qu'ils ont perdu. Votre vie parle de ce que vous êtes encore en train de devenir. Ce sont deux récits différents et un seul des deux vous appartient vraiment.